Ok, donc moi je m'appelle Harold Filippo, je suis chercheur en traitement d'images et en analyse d'images chez Thermo Fisher Scientific, dans le domaine de la microscopie électronique. Alors moi je suis plutôt un ancien, je suis de la promo 2005, si mes souvenirs sont bons, hein. C'est exactement ça. Ok. Et donc ma présentation va être beaucoup axée sur sur mon activité actuelle. Et puis après, à la fin, si j'ai le temps, je reviendrai sur mon parcours. Mais c'est un petit peu moins frais que Ali chez moi. Ouais, donc pour résumer là mon parcours, donc moi j'ai une licence de maîtrise de physique appliquée, donc une licence et une maîtrise de physique appliquée que j'ai obtenue à l'université d'Angers, et ensuite j'ai poursuivi vers des SSIOSI qui, je pense, correspond au master PSI maintenant, hein. Et donc en fait ce parcours m'a permis en fait de faire ensuite une thèse industrielle, hein, une thèse de CIFRE, en convention CIFRE avec Philips Semiconducteur à Caen et laboratoire d'informatique Gaspard Monge, donc en région parisienne, qui est associé avec l'école d'ingénieurs et Essier, qui fait partie du top 10 des écoles d'ingénieurs. Par exemple, hein, si vous connaissez un petit peu le deep learning, Yann Lequin a été formé à l'Essier. Donc là, j'insiste tout simplement sur le fait que, pour moi, l'extension de la thèse au DESS, en fait, le DESS m'a servi vraiment de tremplin pour faire une thèse et d'accéder au monde de la recherche et au monde industriel. J'insiste aussi sur le fait que pour pouvoir faire une thèse, il faut quand même être bien placé donc moi, par exemple, j'étais major de promo avec une mention très bien. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour pouvoir faire une thèse, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Et justement, sur la sélection, je pense que j'ai été sélectionné pour cette thèse, justement parce que j'ai un parcours un petit peu plus pluridisciplinaire et avec une bonne maîtrise de la physique et des systèmes d'imagerie, associé avec voilà, des capacités liées à l'informatique. Bon, tout d'abord, je vais faire une introduction là, sur Thermo Fisher Scientific avec quelques chiffres. Donc, Thermo Fisher Scientific, c'est 80 000 employés mondial, 5 700, enfin environ 6 000 chercheurs et ingénieurs, 1 milliard de dollars investis dans la recherche et le développement et 30 milliards de dollars de revenus. Donc les activités, Thermo Fisher Scientific, il faut savoir que c'est une multinationale américaine, c'est un fournisseur d'instruments, de réactifs, de diagnostic, de consommables, de logiciels pour les domaines de la santé, sciences de la vie, pharma, biotech, et comme vous pouvez l'imaginer, Thermo Fisher Scientific est un acteur majeur dans la crise sanitaire actuelle, hein. Et c'est aussi une situation qui est favorable au développement de la société. Donc en ce qui me concerne, c'est une société qui est très grande, avec beaucoup d'activités. En ce qui me concerne, dans ma division, nous nous intéressons particulièrement à la microscopie électronique, avec trois grands axes d'utilisation, qui sont donc la science de la vie, science des matériaux, la microélectronique et les semi-conducteurs. Donc, cette division est scindée en plusieurs groupes. Le groupe Advanced Technology, auquel j'appartiens, hein, qui est dédié à la recherche et l'innovation, la recherche et développement, qui s'appelle la R&D, mais qui en fait va productiser l'innovation et la recherche, et les business units, qui vont s'occuper en fait voilà, de la vente et des besoins des clients. Donc toujours dans cette division, on a des sites de recherche et de production aux quatre coins
quatre coins du monde, si on peut dire ça comme ça. Donc on a un site à Portland, en Oregon, on a un site à Eindhoven aux Pays-Bas, à Brno en République tchèque et à Bordeaux en France. Donc c'est vraiment multinational. Hein, et l'activité consiste à mettre au point et à produire des microscopes électroniques, à fournir des solutions logicielles qui sont associées à ces microscopes. Donc les solutions logicielles, en fait, elles vont permettre de piloter et d'automatiser les microscopes et de traiter, en termes de post-traitement, de traiter et d'analyser les données. Donc un petit rappel avec voilà, un petit schéma simplifié d'un microscope électronique, avec une comparaison d'un microscope optique. Je pense que le microscope optique, c'est plus quelque chose qui vous est plus familier. Donc pour un microscope électronique, la source lumineuse est remplacée par un faisceau d'ions, enfin par un faisceau d'électrons, pardon, et les lentilles par les lentilles optiques, par des lentilles électromagnétiques. Le tout étant voilà, sous vide. Il existe deux types de microscopes. D'abord, les microscopes à transmission, qui sont les TEM. Typiquement, les électrons traversent l'échantillon et sont collectés ensuite par un écran fluorescent. Hein. Je peux utiliser ça, donc on est ici. Et ensuite, le deuxième configuration, c'est le SIM, donc le Scanning Electron Microscopy, où cette fois, on va avoir un faisceau d'électrons qui va vraiment scanner l'échantillon. Et à chaque position, les électrons secondaires qui sont émis par l'échantillon vont être collectés par un détecteur d'électrons. Et ça va nous permettre donc de générer une image. Donc voilà pour les principes basiques de la microscopie électronique. Donc moi, je vais me placer dans le cadre des sciences de la vie. Donc c'est vraiment mon sujet d'intérêt. Donc notre objectif, c'est de fournir des outils qui permettent de comprendre comment fonctionne la biologie dans le vivant. Hein. Et pour ce faire, nous proposons trois types de systèmes avec trois niveaux de résolution différents. Donc, le premier système, c'est la microscopie en fait cryogénique, hein, cryo-electron microscopy. C'est un sujet qui est très chaud actuellement avec le coronavirus. Hein. Donc, un premier système qu'on appelle single particle analysis, qui va permettre de reconstruire des protéines. Hein. En fait, les protéines, c'est un élément essentiel qui sont des clés en fait qui permettent la communication entre les différents éléments cellulaires. Hein. Donc ça permet d'avoir une résolution qui est proche, qui est quasiment la résolution atomique. Hein. Alors vous avez peut-être entendu parler de AlphaFold 2 et de DeepMind et du CASP Challenge. Hein, donc là, je crois que c'était l'année dernière. On a eu une grosse poussée de la part de DeepMind, qui est une société de Google, hein, avec l'arrivée d'AlphaFold 2, qui sont capables en fait d'estimer la forme des protéines en fonction de la séquence de la chaîne aminée. C'est un problème qui existe depuis 50 ans et qui n'avait jamais vraiment été résolu. Donc la seule solution qu'on avait jusqu'à présent pour connaître la forme d'une protéine, c'est d'en faire une acquisition, d'en faire une image. La deuxième type d'acquisition, en fait, c'est ce qu'on appelle la cryotomographie, qui permet de voir l'environnement de la cellule. Hein. Et le troisième type d'acquisition, donc ici on est à la résolution, en fait on est au nanomètre, donc ici la résolution c'est l'atome, ici on est une résolution au nanomètre, et ici donc on est dans le cadre de la microscopie électronique standard, et ici on visualise des tissus, donc ce qu'on veut voir c'est l'organisation cellulaire, et on est de l'ordre d'une résolution d'environ 10 nanomètres. Alors là, c'était censé faire quelque chose. Ok, donc je vois que ça ne bouge pas. Ok. Donc ici, je voulais tout simplement montrer
une animation qui montre comment on fait une acquisition, enfin comment on génère, comment on reconstruit une protéine avec notre système de single particle analysis. Alors bon, c'est un peu dommage que ça ne fonctionne pas. Ouais, donc pour résumer, au fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prépare un échantillon avec une protéine, en fait, avec plusieurs copies de la même protéine. Ensuite, on va faire une acquisition TIM de cet échantillon. Donc, on va avoir une projection 2D, de l'échantillon, avec donc différentes configurations d'orientation de la même protéine. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des milliers de copies de la même protéine dans différentes orientations de projection. Donc, on a un objet 3D qui est projeté en 2D. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller détecter chacune de ces protéines, on va classer les différentes orientations, et à partir de ces différentes classifications, on va pouvoir faire une rétroprojection de des images 2D vers un volume 3D, ce qui va nous permettre en fait de reconstruire une protéine en 3D et d'en connaître la morphologie. Bon, ici, c'est pareil, ça ne marche pas, c'est dommage. Donc là, c'est le cas de cryo-IM. En fait, dans le cas du cryo-IM, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'abord, ce que j'ai peut-être oublié de dire, en fait, c'est que on cryogénise pour figer l'échantillon et que, en fait, qu'on prenne en quelque sorte, on prend une photo de l'échantillon à un moment donné, spécifique. Dans le cas du cryo-IM, donc là, on est un petit peu au-dessus en termes de résolution, donc on passe à 10 nanomètres en termes de résolution. Ici, on veut voir ce qui se passe dans la cellule. D'accord? Donc, en fait, comment on fait ça? On cryogénise à moins 180 degrés une lamelle. En fait, on utilise un premier microscope pour gérer une lamelle d'un tissu. Et ensuite, on passe ce tissu dans un autre microscope qui va faire des acquisitions TIM tiltées. C'est-à-dire qu'on prend un échantillon, on le tilte de quelques degrés et on refait une acquisition TIM, on retilte et on refait encore une acquisition en transmission. On fait entre 100 et 200 tilts. Et ensuite, on va utiliser, on va avoir le même système de reconstruction 3D par rétroprojection pour reconstruire une image 3D. Et c'est pour ça que donc, on appelle ceci donc la cryo-électron-tomographie. Alors, voyons si... formidable. Donc là, j'ai une animation qui fonctionne. Là, ici, on est dans l'autre cadre, donc plus de microscopie électronique standard. Donc en cryo, non, on n'est pas en cryo, on est en fait, c'est une méthode qui s'appelle le block face imaging. Donc ici, pour faire une acquisition 3D, on va utiliser un couteau pour couper la surface de l'échantillon. Et ensuite, on va faire des acquisitions à différentes profondeurs de l'échantillon en utilisant tout simplement différentes énergies du faisceau d'ion. Donc en fonction de l'énergie du faisceau d'ion, on va plus ou moins profond dans l'échantillon. Donc on ne détruit pas l'échantillon, on va juste regarder plus profondément. Et ainsi de suite. Donc après on recoupe et on refait encore une acquisition. Donc là, la résolution, c'est de l'ordre de 10 nanomètres. Donc on voit plutôt, voilà, on a une visualisation plutôt tissulaire, quoi. Voilà, là je laisse la vidéo se terminer. Et une fois qu'on a fait donc toutes ces acquisitions en 2D, donc cette fois on n'utilise pas d'algorithme de rétroprojection. En fait, on a un stack d'images et ce stack d'images nous permet de reconstruire un volume. Alors, là, maintenant, on arrive au post-processing. Donc ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc en gros, moi, je récupère les images qui sortent du microscope. Évidemment, le post-processing, c'est une partie importante pour l'analyse d'images. Donc la première étape, c'est reconstruire le volume 3D. Et ensuite, une fois qu'on a le volume 3D, il faut donc identifier, extraire différents objets dans ce volume 3D. Donc ça, on le fait avec du traitement d'images conventionnel.
de type traitement du signal, morphologie mathématique, mais on utilise aussi de plus en plus l'intelligence artificielle. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'analyse. Et l'analyse, elle consiste à faire donc une étude soit de la morphologie des éléments, soit de la distribution des éléments. Donc nous, pour cette partie recherche, on collabore avec des laboratoires universitaires qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et ensuite, les résultats sont valorisés par soit des publications, mais aussi des brevets pour protéger nos technologies. Et aussi bloquer la concurrence. Ensuite, une fois que les prototypes sont fonctionnels, une fois qu'on a prouvé que nos algorithmes marchent d'un point de vue recherche-innovation, ils passent en productisation pour une intégration dans les produits. Donc là, il y a aussi une phase de support en fait, et de suivi et d'aide à l'intégration de ces nouvelles technologies. Donc ici, c'est un exemple ici de cryo-électron-tomographie. Donc c'est le deuxième exemple dont j'ai parlé. Bon, c'est dommage que l'animation n'a pas fonctionné, mais je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a le volume 3D qui a été reconstruit par rétroprojection. Et on peut voir effectivement, ici une cellule avec les différents éléments qui sont dans la cellule. Donc on voit bien que ici, donc, la première phase, c'est la reconstruction d'image, et la deuxième phase, c'est la segmentation. Et pour arriver à ce type de résultat, il y a vraiment beaucoup de travail, sachant que les images de microscopie électronique sont des images qui sont relativement bruitées, qui sont vraiment très difficiles à traiter. Et là, on a à peu près une résolution de 1 nanomètre. Alors un exemple intéressant, donc là c'est toujours la même technologie, donc toujours dans le cadre de la cryo-électron-tomographie. Ici, on peut voir un exemple d'application par l'université de Heidelberg, qui a été, donc les images ont été acquises avec notre microscope, donc, qui est un Titan Cryos. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les microscopes électroniques qu'on vend, en fonction des configurations, en fonction du type de microscope, ça coûte entre 500 000 $ et 5 millions de dollars. Donc c'est des prix qui sont très élevés. Et ici, on voit en fait, donc les travaux qu'ont fait les gens de cette université d'Heidelberg, ils ont permis en fait d'observer comment le coronavirus, quel est le processus qui lui permet d'entrer à l'intérieur des cellules et comment il s'y réplique. En fait, c'est comme si on avait pris une photographie à un instant donné de ce qui se passe dans l'environnement cellulaire. C'est ça. Donc en fait, quand on fait la cryogénisation, on fait une photo, on fige le temps, on fait une photo et on passe l'échantillon dans le microscope et on regarde ce qui se passe. Donc, évidemment, l'échantillon est mort, mais on a une photo à un instant T. Donc ici, ce qu'on voit en vert sont les membranes des cellules. En magenta, on voit la membrane du virus, et en jaune, on voit la fameuse protéine spike. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ce type d'image, en particulier pour les gens qui cherchent à améliorer les traitements avec des nouveaux médicaments. C'est très important pour eux de voir comment se passent ces interactions. Donc voilà en gros pour la partie Thermo Fisher Scientific et ce que je fais actuellement. Et ensuite, l'idée, c'était un peu de revenir sur ma formation et puis ce que j'ai fait avant. Donc en particulier, je voulais parler de la thèse CIFRE assez rapidement. Donc ici, c'est mon parcours industriel, si on peut dire. J'ai pas énormément changé de poste. En fait, j'ai commencé comme ingénieur de recherche chez Philips
semi-conducteurs. Donc ça, c'est le poste en fait qui est associé à la thèse CIFRE. Ce que je voulais dire aussi sur la thèse CIFRE, c'est vraiment un parcours que je recommande parce que bon, moi j'ai finalement décidé d'aller vers l'industrie, mais quand j'ai fini mon master, je ne savais pas très bien si je voulais faire de la recherche ou si je voulais faire voilà, de la recherche ou de l'industriel, enfin de l'académique ou de l'industriel. Et la thèse, ça m'a vraiment permis de voir les deux mondes. Parce que voilà, c'est une thèse, donc ça veut dire qu'il y a un laboratoire de recherche associé, plus un industriel avec une problématique. Et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans les deux. Voilà, dans les deux, on va dire, domaines, et de pouvoir faire un choix et de aussi prendre le temps de faire ce choix. Ensuite, après, moi, quand j'ai fini ma thèse, j'ai eu un poste de manager, enfin de responsable des applications de traitement d'image dans une société Noesis, en fait, qui est une spin-off de l'INRIA et du Centre de morphologie mathématique de Fontainebleau. Hein. Donc c'est aussi une société qui est en fait, enfin, elle n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très proche de la recherche. Hein. Et puis ensuite, j'ai continué en 2016 avec ce poste de chercheur chez Thermo Fisher Scientific. Donc mon travail de thèse, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant la thèse ? Le sujet, c'est l'amélioration de la qualité des images pour la photographie numérique embarquée. Bon, c'est un petit peu vieux pour moi, hein, ça fait ouais, plus de 10 ans que je suis passé sur ce sujet. L'objectif était d'optimiser la qualité des images sur une plateforme embarquée. Donc, ça veut dire qu'on a des limitations matérielles. On a la puissance de calcul est limitée, la mémoire est limitée. On a des capteurs qui ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, typiquement, c'est du CMOS tête d'épingle avec une lentille en plastique et donc un processeur multimédia. Donc on s'est particulièrement intéressé au dématrissage. Hein. Donc il faut savoir dans les systèmes monocapteurs, l'information de couleur est obtenue avec, en plaçant une matrice de Bayer qui permet d'obtenir les informations rouge, vert et bleu, mais pour un photosite. Ça veut dire que pour chaque photosite, on a une seule information qui est soit le rouge, soit le vert, soit le bleu, et il faut reconstruire, pour avoir un vecteur couleur, RGB, il faut reconstruire sur chaque photosite les deux composantes manquantes à partir du voisinage. Et si on ne le fait pas bien, on obtient des effets de moiré qui sont très importants et des gros artefacts de couleurs. Ensuite, la deuxième problématique, c'est le débruitage. Donc comment on débruite une image sans trop de puissance de calcul, sans utiliser trop de mémoire sur ce type de système. Sachant que la problématique ici, c'est enlever le bruit, mais sans détériorer l'information de l'image. Bon, tout ça a beaucoup changé parce que les plateformes sur lesquelles j'ai travaillé à l'époque étaient très peu performantes par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Hein. C'était vraiment là, le tout début, il y a 15 ans, le tout début des smartphones. Quoi, hein. Donc rapidement, les résultats, sans rentrer dans le détail, on a montré qu'on pouvait avoir des très bonnes qualités de dématrissage. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ici, on a différents algorithmes de dématrissage. On voit très bien, ici, on a une mire avec des cercles concentriques. Et on voit très bien qu'avec des algorithmes standards, plus ou moins standards à l'époque, on obtient des effets de moiré qui sont très importants et des effets d'artefacts de couleurs qui sont très importants. Et on a mis au point une méthode avec très peu de consommation, très peu de complexité algorithmique et très peu de consommation mémoire, qui permet d'obtenir un très bon dématrissage d'image avec avec tout simplement des filtres directionnels et des heuristiques décisionnelles peu complexes. Quoi. Ensuite, le débruitage. Donc nous, ce qu'on a montré, en fait, c'est que les approches de filtrage adaptative donnent les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'adapter à l'image. Il faut pas, si on veut débruiter, on ne va pas bêtement appliquer un filtre gaussien avec une déviation standard fixe sur toute l'image. En fait, on va essayer de regarder le contenu local de l'image
adapter la puissance du filtre en fonction du contenu de l'image. Donc en gros, si on a une zone où il y a très peu de texture, on va se permettre de filtrer beaucoup. Et s'il y a une zone où on voit qu'il y a beaucoup de texture, on va adapter le filtrage pour qu'il dégrade moins l'image. Bon, voilà le type de filtre qu'on a mis au point. Et ce qu'on a aussi montré, c'est que la séquence en fait, des opérations est très importante. C'est-à-dire que si on fait des matriçages, des bruitages ou des bruitages, des matriçages, ça ne donne pas du tout les mêmes résultats en termes comment dire, de ressenti visuel. Et là, c'est là qu'on a eu quand même pas mal de problèmes en termes de mesure de qualité d'image. Je ne sais pas si vous voyez ces deux images-là. En fait, ces deux images, si on les regarde, visuellement, l'image de droite a une meilleure ressenti que l'image de gauche. Hein, donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste inversé les opérations des matriçages et des bruitages. Donc ici, on fait des matriçages d'abord, des bruitages ensuite, et ici, on fait l'inverse. Et si on compare, en fait, en gros, on fait un root mean square, hein, c'est la RMS, on fait une différence d'image au carré. Eh bien, on s'aperçoit que cette image-là, en fait, par le calcul, a un score qui indique qu'elle est plus dégradée que l'image de gauche, alors que visuellement, elle paraît meilleure. Voilà, donc on a mis un petit peu en avant ce type de choses et aussi mis en avant que la séquence de traitement d'image est très importante et qu'il ne faut pas forcément se fier aux indicateurs de mesure standard de qualité. Ensuite, dans mon poste, donc juste après la thèse, hein, ça c'est le poste que j'ai eu, donc responsable des applications de traitement d'image, donc ces sociétés, Noesis, spin-off de l'INRIA et du Centre de morphologie mathématique. Donc ici, en fait, on a développé des applications de traitement d'image, mais de manière très large, ça veut dire vraiment très généralisée. Autant maintenant, je travaille sur la microscopie électronique et je ne fais que ça. À l'époque, ça pouvait être n'importe quel type d'image et n'importe quel type de problématiques liées à l'image. Donc ça, c'est à peu près toutes les différentes sociétés avec qui on a travaillé. On a travaillé avec l'INRA, on a travaillé avec Pfizer, Danone, L'Oréal, Zeiss, Clarins, etc. Donc c'est vraiment une époque très intéressante. Et ici, ça, ce sont tous les types de systèmes qu'on a pu développer. Alors évidemment, je ne les mets pas tous, mais j'ai choisi quelques exemples. Donc ici, c'est par exemple un exemple de détection de rayures sur des lunettes. Voilà. Ici, on a un exemple de simulation d'extraction voilà, des huiles du sol, au fait. Hein, donc ça, c'est dans le domaine de l'oil and gas. Ici, on est dans le domaine de la métallurgie où on estime la taille de grain à partir d'un échantillon. Ici, on a un exemple de système pour en fait mesurer la taille des cristaux de sucre dans le process de fabrication du sucre. Ici, on a une image d'histologie. Ici, on a une image voilà, de contrôle lors de l'extrusion de barres métalliques. Et puis ici, on a un système voilà, qui une caméra avec un objectif spécifique. On a, si je me rappelle bien, les poissons vont évoluer de manière différente en fonction de la concentration du produit. Donc certains vont faire des édèmes, certains vont avoir 3 yeux, etc. Donc c'est la toxicologie environnementale.
dans son intégralité. Voilà. Voilà pour cette présentation, j'ai terminé. Je pense que cette présentation, elle met bien en avant voilà, les connaissances qui sont acquises à travers le DSS IOSI, qui est maintenant le Master PSI.